Bonjour et merci de nous retrouver au cours de cette première session de l'année 2022. Alors, je saisis cette occasion pour vous souhaiter les vœux les meilleurs pour cette année. Prospérité, santé, joie, bonheur et encore plus de succès. Alors, nous allons continuer avec OSPF, mais avant de repartir sur les éléments techniques, parce que nous avons fait, je pense qu'il y a eu une interruption de 2 mois pendant lesquels nous n'avons pas eu de session. La raison est simple, j'avais un projet, donc mon emploi du temps avait changé, je ne pouvais plus vraiment avoir le temps de partager avec vous. Et en plus, vers la fin de l'année 2021, donc autour du 20 décembre, j'avais testé positif au Covid. Bon, je pense que c'est la version Omicron. C'était pas trop grave, mais c'est juste la fatigue et un peu le fait qu'il fallait s'isoler. Donc c'est ça un peu ce qui s'est passé. Et je vous informe, alors ça aussi c'est très important, je vous informe que le site n'est plus sur CITS Training, nous sommes maintenant à CITS Academy. Donc j'avais un problème avec mon hébergeur. L'hébergeur était en Afrique du Sud, c'était très long, c'était un peu les processus de changement de certaines choses n'étaient pas ces procédures prenaient trop de temps. Donc nous avons déplacé le site, nous avons maintenant un nouveau domaine, c'est CITS Academy. Donc ça c'est notre nouveau domaine. Le contenu est le même, le contenu n'a pas changé, nous avons simplement transféré le site et nous avons déplacé le site. Le site est en Afrique du Sud, nous l'avons déplacé, il est maintenant hébergé en Allemagne. C'est un point stratégique parce qu'il permet, l'Allemagne est un peu au centre, ça permet que ceux qui sont en Europe, au Canada, aux États-Unis, en Afrique, que tous puissent accéder au site facilement. Et donc, je vous encourage aussi de vous abonner à notre chaîne. Lorsque je regarde les statistiques, je constate qu'il y a plusieurs personnes qui suivent qui ne sont pas abonnées. Encouragez-nous. Lorsque vous vous abonnez, vous nous encouragez. En fait, vous m'encouragez, ok? Vous m'encouragez parce que ça prend beaucoup de temps de faire ce que, de préparer une session, de vérifier que le mixeur fonctionne et un peu beaucoup de choses. Donc, c'est lorsque vous vous abonnez, vous nous encouragez. Autre chose, vous pouvez également faire un don. Je ne demande pas, ce n'est pas en fait ma vision de demander de l'argent. Mais il y a un projet, un centre de formation. Nous voulons vraiment aider la jeunesse un peu plus. En fait, nous voulons aider la jeunesse à accéder un peu, à découvrir que c'est possible d'apprendre les technologies à moindre coût. Donc, si vous le pouvez, sur le site, sur la page d'accueil du site, il y a la possibilité de remplir un petit formulaire qui va nous signaler que vous voulez faire un don, et puis je pourrai vous contacter pour vous dire comment est-ce que vous pouvez contribuer. C'est 5 $, 10 $, 20 $. Ce que vous pouvez donner peut permettre à quelqu'un d'avoir accès à la connaissance. Alors, avant de repartir sur OSPF, nous allons voir quelques aspects de gestion des équipements. Donc, nous allons passer en revue quelques commandes qui permettent de gérer les équipements. Donc, avant de partir sur ces commandes, nous allons exécuter la commande show running config. Donc, c'est une commande que nous connaissons tous. Nous voyons ici la configuration par défaut. Donc ça c'est la configuration qui vient avec l'équipement. Donc en dehors de toute configuration, c'est l'état de la configuration. Donc si je remonte, ce que nous voyons ici c'est un peu config, current config, c'est la taille de la configuration. Nous allons prendre cette valeur, nous allons noter ici. Ça c'est la taille de la configuration. Nous avons le last configuration change.
Donc, la dernière fois que cette configuration a été modifiée. Donc, avant de commencer avec vous, j'étais en train de manipuler. Nous allons voir ici si, s'il y a eu une modification. Show running config. Vous voyez que ici, il n'y a pas de last. Ok. Ici, j'ai fait quelques manipulations avant de commencer la session avec vous. Ici, je n'ai rien fait, donc on ne nous met pas une phrase du genre last configuration change. Donc ici, il n'y a pas encore eu de modification. Nous allons travailler sur cet équipement. Après, nous avons les commandes service timestamp, tel que vous le voyez. Nous avons le no password encryption. Nous avons le host name. Nous avons le no IP domain lookup. Je passe en revue les commandes les plus importantes au niveau du CCNA. Nous avons l'interface, le no IP address. Donc les routeurs viennent sans adresse IP, ce qui est normal parce que vous êtes l'administrateur réseau. Vous devez configurer les adresses IP. Les interfaces sont shutdown. Donc si nous faisons la commande show IP interface brief, vous remarquez qu'ils sont effectivement administratively down. Donc, si nous revenons, en fait, c'est aussi une différence entre le switch. Le switch, lorsqu'il arrive, ses interfaces sont administratively up. Donc, il y a la commande no shutdown. Mais les routeurs viennent avec la commande shutdown. Et ici, nous avons les modes d'accès. Nous avons le line code, qui est la méthode d'accès à l'équipement. Lorsque vous êtes en phase de l'équipement, vous devez utiliser un câble pour accéder à l'équipement. Ici, nous avons le line aux. C'est une méthode qui n'est pas très utilisée. Je ne vais pas parler de ça. Nous avons le line VTY. C'est la méthode d'accès à distance. Donc, lorsque vous voulez accéder à un équipement et que vous êtes à distance. Pour revenir sur ces commandes, nous avons le enable qui nous fait passer du mode privilégié au mode de configuration globale et nous avons le hostname qui nous permet de modifier le nom de l'équipement. Si je prends ceci, j'exécute ici, vous voyez que il y a une valeur qui manque, le routeur nous dit incomplete command. Ça veut dire qu'il faut, lorsque vous voyez incomplete command, ça veut dire qu'il y a un élément qui manque sur votre commande. Donc si je fais point d'interrogation, on nous met word. Word, ça veut dire que c'est un variable. Donc, toutes les fois que vous voyez word, et en fait, lorsque vous configurez, vous mettez un point d'interrogation, vous voyez word, ça veut dire que c'est à vous, l'administrateur réseau, de définir la valeur. Mais ça dépend de la commande. OK. Donc, dans le cas présent, nous voulons modifier le nom de ce routeur. Nous allons mettre R2. Ok, vous voyez que ça a changé. Si je reviens ici, je mets CITS, ça a également changé. Je vais remettre R2 parce que c'est le nom de ce routeur. Maintenant, nous avons les commandes service timestamp. À quoi servent ces commandes? Je vais donner un exemple. Si je vais configure terminal, configure terminal. Oh, je suis déjà en mode de configuration. Alors, ça aussi, c'est un élément. Le software ne comprend pas ce que je suis en train de faire parce que je suis déjà en mode de configuration. Alors, je vais faire ceci. Je voulais partir sous une interface. Je vais prendre interface ETH00. Si je mets no shutdown, remarquez que nous avons un message qui s'affiche. Le système nous signale que cette interface est admin app, ok, change state to app. Remarquez que nous avons la date et l'heure, ok. Donc ça c'est le message qui s'affiche. Si je fais do show log, il y a un élément qui manque. Ambiguous command, là aussi c'est un élément, c'est un rappel rapide de certains aspects. Lorsque vous voyez ambiguous command, ça veut dire que le système ne comprend pas parce qu'il y a il y a plusieurs possibilités de complétion. Lorsque je fais ceci, je vais sortir, je pense, je vais faire ceci. Je vais faire show low. Remarquez qu'il y a, ok, c'est ça que c'est là où j'étais, show low.
OK? Un autre rappel, lorsque nous sommes en mode de configuration, OK, nous sommes déjà en mode de configuration. Nous devons mettre le do show pour faire une vérification. Alors, je suis sorti du mode de configuration. Je ne suis plus en mode de configuration. Je peux exécuter la commande show sans appliquer le do. Donc, lorsque je fais show low, il y a trois possibilités. Le routeur me demande, est-ce que je vais exécuter la commande locale? Est-ce que c'est location? Est-ce que c'est logging? Est-ce que c'est login? Donc, ce que nous voulons, c'est logging. OK? Donc, lorsque j'ai mis G, j'ai ajouté G, je peux mettre tab, le système va compléter. Show logging. Si nous descendons, remarquez que ici, dans le log, nous avons également le message. Quelle est la différence entre ce message que nous avons reçu et ce message qui est dans le log? OK? Lorsque nous avons exécuté la commande show logging. Quelle est la différence entre les deux? Ce message qui s'affiche instantanément lorsque nous exécutons une commande, nous avons exécuté la commande no shutdown, ce message s'est affiché systématiquement, immédiatement. Cela permet à l'administrateur réseau, lorsqu'il est en train de configurer, de voir les changements qu'il est en train de faire. Le système signale en fonction d'un paramètre, en fonction de la sévérité des actions. Vu que activer une interface ou le no shutdown interface est quand même très important, le système nous signale. Le message s'affiche systématiquement. Mais 2 jours après, est-ce que c'est possible de retrouver ce message? Parce que lorsque nous faisons la vérification, le dépannage des équipements, il est important de voir les modifications qui ont été faites. Donc, si je veux retrouver si cette interface a été no shutdown 2 jours après, 1 mois après, 6 mois après, je vais retrouver cela dans le log. Et c'est avec la commande show logging. Log, ce sont des archives. OK? Il y a tout un chapitre pour comprendre comment ça fonctionne, mais ce n'est pas l'objectif du CCNA. Je veux juste expliquer que les commandes que nous exécutons sont dans le log, donc dans les archives. Que ces commandes sont archivées avec l'heure et la date. 16 janvier et l'heure. Ici, là, c'est la même chose. Lorsqu'il s'affiche, il s'affiche avec la date et l'heure. Alors, nous allons voir ce qui va se passer si nous enlevons ces commandes. En d'autres termes, si nous désactivons ce service, parce que c'est un service. Et ce service de show run est activé par défaut. Donc, si nous venons, nous exécutons la commande, nous allons mettre no service timestamps log. Si je mets point d'interrogation, ça nous met 2 options, log, date time, log. OK. Nous allons ajouter datetime msec. OK. Donc, si nous ajoutons cette commande, nous allons faire une expérience. Nous allons interface ETH 00. Nous allons d'abord voir l'état de cette interface. Do show IP interface brief. Cette interface est up. Nous allons le shutdown. Shutdown. Remarquez que après avoir exécuté cette commande, le message ne s'affiche plus avec l'heure, la référence à l'heure et la date. Nous allons vérifier dans le log show do show logging.
Nous allons voir comment est-ce que ce message a été archivé. Remarquez qu'il est également archivé sans référence à l'heure et à la date. Donc, ça c'est un élément très important. Maintenant, le service timestamp debug est lié au debugging. Si nous venons ici, exit. Si nous faisons show, excusez, si nous faisons debug, le debug nous permet de voir les messages qui sont envoyés, les messages des protocoles qui sont envoyés de façon, en fait, en fonction des paramètres des protocoles. Donc, je vais chercher un message que nous pouvons voir. Parce que nous n'avons pas encore configuré cet équipement. Je cherche un protocole qui fonctionne par défaut. Ou bien nous allons simplement faire debug. OK. Debug all. OK. Ce n'est pas... je ne recommande pas de tester cette commande en production. Donc, sur un équipement qui fonctionne. Ok, n'allez pas, si vous travaillez pour une société, n'allez pas exécuter cette commande parce que ça peut causer des problèmes. Donc ici, c'est un lab, je le fais. Si je fais debug all, parce que vous voyez qu'on nous dit this may severely impact network performance. Parce qu'il y aura tellement de messages qui vont passer, il y a une bande passante qui est, pas la bande passante plutôt, je pense c'est le processeur et voilà. Donc, on nous dit, est-ce que vous voulez vraiment exécuter cette commande? Je dis oui. Il faut être précis. Remarquez que les messages qui sont en train de s'afficher. Donc, je vais enlever ce debug. Je vais mettre no debug all. OK, nous venons d'enlever. Et même le switch m'a déjà signalé, je pense. OK, memory resource, check within limits. Ça veut dire que ce n'est pas bien d'utiliser cette commande debug all. Nous avons vu que les messages sont en train de s'afficher avec la référence à la date et à l'heure. Nous allons exécuter la commande no service timestamp debug. Configure terminal. On va mettre no service timestamps debug. Je pense qu'il faut toujours compléter nous-mêmes datetime msec. Lorsque nous le faisons, nous repartons. Nous allons encore exécuter debug all. Debug all. Je mets yes. Remarquez que les debug, je vais enlever. C'est déjà, nous avons déjà vu ce qui était important. No debug all. Oh, excusez, je viens déjà d'enlever ça. OK. Remarquez qu'après avoir exécuté la commande, oh, ce n'est pas encore fait. Je pense que je vais mettre no debug all. OK. Voilà. Nous venons d'enlever le debug. Donc, si je remonte, après avoir enlevé le service timestamp debug, avec la commande no service timestamp debug, ok, datetime msec, les messages s'affichaient sans référence à l'heure, à la date et à l'heure. Donc, je vais mettre ici debug pour les messages, archivés. Ok. Les messages qui vont dans les archives. Qui sont dans les archives. Non, excusez. Debug, c'est pour les messages qui sont affichés avec la commande debug. Lorsque nous voulons voir de façon live. Les messages live. Hein? Excusez, je vais mettre live. Les messages live. Parce que lorsque vous mettez debug, vous voyez en live les messages qui s'affichent. En direct. Et pour le log, c'est pour les messages archivés. Log, archive, debug, live.
Service Password Encryption, nous connaissons déjà cette commande. Le linecon, ici aussi, il y a quelques éléments. Si je reviens ici, configure, terminal, nous pouvons scroll up. Nous pouvons retrouver les commandes, la première commande que nous avions saisie. OK? Je peux retrouver plusieurs commandes ici. Là. Bon, il y a une limite, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20. Je pense que c'est 20. OK, par défaut. Donc, je peux retrouver 20 commandes précédemment exécutées. Précédemment exécutées. Maintenant, si je viens ici, je vais changer pour le faire. Pourquoi est-ce que nous voulons le faire dans le line count? C'est parce que nous avons accès à ce routeur, OK, au travers de la ligne de console. C'est un peu comme ça. C'est virtuel, c'est GNS3, mais c'est comme ça. C'est ainsi. Si je viens ici, je mets line count et je mets history size. Je mets un point d'interrogation, on me demande jusqu'à combien de lignes je peux remonter. Je mets 5. OK? 5. Et si je refais la même expérience que nous venons de faire, nous étions remontés jusqu'à 20. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 et ça s'arrête là. OK? Je ne peux plus. C'est avec la touche de direction d'en haut. Okay? Je ne peux plus remonter au-delà de 5 parce que je limite le nombre de commandes que l'administrateur réseau peut afficher, c'est-à-dire qui ont été précédemment exécutées. Tout dépend. Généralement, vous voulez être en mesure de voir plus. Ça vous permet de facilement vérifier ce que vous avez exécuté pendant le travail. Donc, nous allons mettre 200. Okay? History size. Nous allons mettre 200. OK? Il y a le exec timeout. Exec timeout, c'est lorsque vous n'utilisez pas. Donc, lorsque vous avez accédé à un équipement avec un câble de console et que vous n'utilisez plus la session. OK? Vous remarquez qu'il y a, vous accédez à votre compte bancaire en ligne. À un moment donné, vous n'utilisez plus le compte va vous dire, OK, vous n'utilisez plus ce compte, nous vous donnons 30 secondes. Si vous n'êtes plus, après, en fait, la session va se fermer. Ce ne sont pas seulement les applications bancaires, mais plusieurs applications nous signalent, nous demandent, nous informent généralement que, oh, OK, est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous voulez toujours utiliser? Si vous n'utilisez plus, nous vous donnons 1 minute. Et s'il n'y a pas de réaction de votre part, l'application se ferme. C'est la même chose avec le exec timeout. Donc, nous pouvons régler cela. 3000. Généralement, dans les labs, vous voulez que ça soit ouvert aussi longtemps que possible pour ne plus avoir à partir, faire host name, password, ainsi de suite. Nous avons le logging synchronous. Si je viens ici, configure. Configure terminal. Je pense que cette commande est activée par défaut ici. Donc, ce que nous allons faire, c'est en... Ouais, nous allons faire ceci. Je vais exécuter ces commandes. Logging synchronous. OK. Je vais enlever cette commande. OK, voilà. C'est ce que je disais que c'est par défaut. Voilà, c'est ce que nous voyons ici. Logging synchronous. Okay. Donc, nous allons lever cette commande et nous allons voir ce qui va se passer. No logging synchronous. Synchronous. Nous exécutons cette commande. Je vais faire la même chose. Je vais repartir interface ETH 01 par exemple. Si je fais shutdown, IP address. Je ne sais pas si c'est... OK, cette interface est déjà shut down par défaut. Donc, c'est no shut. Voilà pourquoi nous ne voyons pas de réaction.
no shutdown IP address. Remarquez qu'est-ce qui se passe, ok? J'ai commencé avec IP address. Lorsque le message s'est affiché, ça a, je ne voyais plus cette commande. Ok, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais je vais reprendre. Je vais mettre shutdown. Et puis je vais continuer à saisir. IP address. Vous voyez que, ok, le 172 s'est affiché ici. Je suis en train de saisir IP address et ça se mélange avec le log. Ok. Ce n'est pas agréable, ok. Ça, vous êtes en train de saisir et en fait, la commande n'est pas perdue parce que si je fais tab, je peux retrouver encore cette commande. J'ai saisi la commande tab, j'ai retrouvé cette commande. Mais ça interrompt en fait. Je ne sais même pas comment expliquer ça. Mais vous voyez que lorsque nous avons no logging synchronous, les messages vont s'intercaler. Je ne sais pas si c'est ce qu'il faut dire, mais bon. Donc nous allons remettre la commande logging synchronous. Nous allons partir line con 0. Nous allons mettre logging synchronous. Et si nous repartons interface ETH01, pour l'instant il est administratively down. Si je mets no shutdown IP address 172. Remarquez que le message s'est affiché sur une ligne qui est au-dessus de la commande que je suis en train de saisir. Donc ça n'a pas intercalé les messages, ça n'a pas mélangé les messages. Donc ça c'est le logging synchronous. Alors, vous pouvez exécuter cela également pour l'accès à distance, donc les lignes virtuelles, les mêmes commandes. Ok, donc nous, je pense que pour l'instant c'est l'essentiel. Dans le cadre de cette revue, nous allons commencer. Alors, ce que nous allons faire, nous allons exécuter ces commandes dans tous les équipements pour avoir une configuration par défaut dans tous nos équipements. Ça, ce ne sont pas des commandes dont je serai obligé d'enlever ceci parce que je veux copier pour ne pas perdre le temps. Bon, ça c'est pour le routeur 1. Le line VTY 515, ici on n'a pas, donc je vais enlever. Ok, ça a pris ce qu'il fallait prendre et là où ce n'est pas possible, ça a rejeté. Le système a rejeté. Donc j'enlève et je reviens, je modifie le nom de l'équipement. Ça, ce sera pour le routeur 2. Je vais remonter ici pour vous permettre de voir toute la configuration que je suis en train d'exécuter. Ok. Ici, nous avions la taille. Nous allons vérifier la taille avant. Nous allons voir si la taille a changé. Nous allons faire... Excusez. Nous allons faire... Ok. Il y a une commande que... Excusez. Parce que je suis ici. Ok. C'est bon. Je vais réexécuter ces commandes ici. J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui a... Ok. Tout ceci n'est vraiment pas important, mais nous allons revenir sur ces éléments de temps en temps. Donc, je parlais de la taille de la configuration. Si je fais do showRun, par défaut, c'était 1089, mais au fur et à mesure que nous sommes en train de modifier, nous sommes en train d'ajouter la taille du fichier de la configuration est en train de s'élargir. Configure terminal, configure routeur 3. Routeur 4. Routeur 5. En fait, ce que je suis en train de faire normalement, c'est l'automation qui le fait. Ok. Configurer plusieurs équipements systématiquement. C'est l'automation qui le fait normalement.
Mais ce n'est pas grave. Routeur 7. Oh, j'étais dans le routeur 6. Et donc là, c'est le routeur. Donc, je vais partir dans le routeur 7. Ce n'est pas grave. Et nous avons le routeur 6. Je vais repartir au routeur 6. Donc là, nous venons. J'avais mélangé. OK. J'ai le routeur 6, c'est déjà fait. C'est plutôt le routeur 8 que je dois configurer. Donc, le routeur 8. OK. Là, nous venons de configurer ces équipements. Le deuxième aspect que nous voulons voir, c'est l'aspect du subnetting. Le subnetting. Alors, le subnetting consiste à subdiviser un réseau. Donc, si on vous donne un réseau, on vous donne par exemple le réseau 192.168.1.0.24, on vous demande de le subdiviser afin d'avoir des sous-réseaux que vous allez attribuer à chaque segment de ce réseau. OK? Donc, la première chose, c'est de comprendre que nous avons le réseau et le masque. OK? Ici, nous avons le masque. Ça, c'est la notation en préfixe qui signifie aussi 255.255.0. Maintenant, avec 24, nous avons 256 adresses IP, dont 254 sont utilisables. Nous n'allons pas repartir sur ces détails, mais nous allons vite partir pour faire le subdiviser des sous-réseaux que nous allons attribuer à notre topologie. Donc, on nous dit, on peut vous dire, OK, subdiviser ce sous-réseau. Ici, nous voulons un sous-réseau qui a 8 adresses, ici 8 adresses, ici 32. OK, c'est juste un exemple, mais c'est pour vous montrer que tout est possible en fait. Ici, nous ne voulons que 2 adresses IP. OK, par exemple. Donc, nous allons le faire. Donc, c'est simple. Nous allons commencer avec le premier sous-réseau. 192.168.1. OK, on nous dit que ici il faut 8 adresses. 8 adresses, ici. Donc, je vais noter. Ça, c'est l'exigence. 8 adresses. Je vais mettre l'exigence. 8 adresses. Duplicate. Ici également 8 adresses. Duplicate. Ici, nous allons dire que ici, par exemple, c'est 32 adresses. 32 adresses. OK. Et ici, on va dire, par exemple, ici, ici, c'est 8 adresses. Et ici, par exemple, je ne sais pas si c'est possible, mais le reste du sous-réseau, des sous-réseaux, nous allons donner 2 adresses. 2 adresses. Parce que normalement, pour les interfaces entre routeurs, l'idéal, c'est de 2 adresses IP. OK. L'idéal, c'est 2 adresses. Donc, nous allons... Si nous avons dit que c'est 8 adresses. OK. Duplicate. 2 adresses. Et nous aurons également 2 adresses ici. Donc, 8 adresses, 32. OK, c'est le seul segment qui aura 32. Et là également 8. Le reste, c'est 2. Donc, le premier réseau, nous allons le trouver ici.
La logique est très simple. Ok, c'est donc de 0, c'est la première adresse IP. Ok, c'est la première adresse IP de ce subnet. Okay. Je vais afficher première adresse, c'est le 192.168.1.0 et la dernière adresse, c'est le 192.168.1.256. Ok, ça c'est pour ce subnet. Excusez, c'est le 255. Et la dernière adresse, c'est le 255. Donc, ça, c'est pour ce subnet. Pour ce qui concerne le sous-réseau que nous allons subdiviser, la première adresse IP, c'est le 192.168.1.0 et la dernière adresse, c'est le 192.168.1.255. La première adresse, c'est ce que nous appelons le subnet ID. Okay? En d'autres termes, c'est l'identifiant de ce réseau. Et nous avons la dernière adresse IP qui est simplement le broadcast. L'adresse de diffusion. Broadcast. Okay? Donc, les paquets qui sont envoyés ici, les frames qui sont envoyés à cette adresse IP seront reçus par tous les utilisateurs de ce subnet. Et nous avons la première adresse IP utilisable et la dernière adresse IP utilisable. La première adresse IP utilisable, je vais mettre première adresse utilisable, bleu. La première adresse IP utilisable, c'est le 192.168.1.1. C'est donc généralement Cisco dit vous mettez pour trouver la première adresse IP utilisable, c'est simplement faire plus 1 à l'adresse IP du subnet ID. Donc vous mettez remplacer cette valeur par 1 pour trouver la première adresse IP utilisable. C'est la même logique, mais c'est moins 1 pour trouver la dernière adresse IP utilisable. Je vais modifier ici. Donc, pour la dernière adresse IP utilisable, dernière adresse utilisable, c'est simplement le 192.168.1.254. Ok? Ce que nous avons fait, c'est simplement moins 1. La dernière adresse moins 1 nous donne la dernière adresse IP utilisable. Donc ça c'est pour ce qui concerne le subnet 24. Maintenant, on nous demande de subdiviser ce subnet. Donc, pour le premier subnet, on nous dit que nous devons avoir 8 adresses. 8 adresses. Nous n'allons pas... ok, je ne veux pas faire trop de mathématiques ici. Donc, nous avons le tableau. Ok, c'est aussi pour nous permettre de voir ces éléments rapidement. Donc, un masque en fait, le masque qui vous permet d'avoir 8 adresses, ok, c'est le masque de 29. Okay? Mais il faut être précis qu'il n'y a que 6 adresses IP qui sont utilisables. Lorsque vous avez un masque à 8 adresses, il n'y a que 6 adresses qui sont utilisables. Alors, nous allons aussi rendre l'exercice intéressant. Nous allons dire que nous voulons aussi un masque de 16 adresses. Donc, où est-ce que je vais mettre ça? Ici. 16. Okay. Donc, si je viens pour le premier subnet, 8 adresses, ça veut dire que c'est un masque de... Je vais mettre les masques ici. Pour 8 adresses, en fait, vous avez les éléments ici. Okay. Je vais quand même noter. Pour un réseau
de 8 adresses IP. Le masque, c'est le masque de 29. Et ce masque, ça c'est en préfixe, en notation décimale, c'est le 255, 255, 255, 248. Ok? 248. Excusez, ça me fait remonter. 248. 8 adresses. C'est 8. Ok? Maintenant, pour les masques qui nécessitent 16 adresses, ok? 16 adresses IP, nous appliquons le masque de 28. 28. 28 et en décimale, c'est 240. Pour un masque qui a 32 adresses, IP, c'est le slash 27. 27. Et nous avons le masque en décimale qui est 224. Donc ici, il faut pour être dans la même logique avec les premiers, je veux dire 4 adresses, ok? Au lieu de 2, parce que 2, ce sont les adresses utilisables. Bon, ici, je vais mettre 4. Donc, c'est des subnets. Je mets le nombre d'adresses IP dans le subnet, mais il faut soustraire 2 adresses IP non utilisables par subnet, pour tout subnet. La logique est simple. Si vous avez un subnet qui a 8 adresses IP, soustraire 2 adresses pour avoir les 6 utilisables. Si vous avez un masque qui a 16 adresses IP, soustraire 2 adresses IP non utilisables pour avoir 14 adresses utilisables. Si vous avez un masque de 27, soustraire 2 adresses IP non utilisables pour avoir les 30 adresses IP utilisables. Si vous avez un masque de 26, vous avez 64 adresses IP, soustraire 2, donc vous aurez 62 utilisables. C'est la logique que vous suivez sur tous les subnets. Lorsque vous créez des subnets, vous appliquez le masque et ça vous donne le nombre d'adresses IP et vous faites la soustraction de 2 adresses IP qui sont non utilisables. Vous trouvez les 2 utilisables. Donc, pour le premier masque, ok, puisque le premier masque, c'est celui qui nous permet d'avoir 4 adresses IP, c'est le masque, le bar 30, et sa notation préfixe, c'est le 252. Okay? Donc ça, ce sont les 4 subnets que nous allons utiliser ici. Nous avons un subnet, des subnets de 4, de 8, de 16 et de 32. Maintenant, d'un point de vue, comment est-ce qu'il faut dériver les adresses de chaque subnet? On nous a dit que ça, c'est le subnet que nous voulons subdiviser. Ok? Que nous voulons subdiviser. Pour le premier subnet, donc le subnet qui viendra ici, on nous dit que c'est un subnet qui doit avoir 8 adresses, donc c'est le masque de 29. Donc, la première adresse IP, je vais dire ceci. Ok? Premier subnet. Premier subnet. Donc, entre le routeur 1 et le routeur 2. C'est un subnet de 8 adresses. Oui, adresses. Donc, la première adresse, ok, ce que nous allons faire, c'est que nous allons vérifier tous les éléments. Donc, je ne vais plus copier, je ne vais plus écrire, je vais simplement faire ceci. La première adresse IP de ce subnet, ok, donc le subnet ID, c'est le 192.168.1.0. Donc ça ne change pas, ok. C'est le même.
la deuxième adresse, suivant la logique, 168.1.1. Ok? La même logique. Si on nous dit plus 1, si est possible, vous mettez plus 1 pour avoir la première adresse IP utilisable. Qu'en est-il? Là où ça devient un peu intéressant, c'est la dernière adresse IP. Ok? Quelle est la dernière adresse IP? C'est simplement faire 0, ok? Et vous comptez jusqu'à 8. Ok? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça nous donne 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Commencez par 0, ok? Considérez le 0. Donc jusqu'à 7, ça veut dire que c'est la dernière adresse IP. 192.168.1.7. Ça, c'est la dernière adresse IP de ce subnet. Et donc, la dernière adresse IP utilisable, c'est le 6. OK? Ça, c'est pour le premier subnet. Le deuxième subnet, c'est entre le routeur 2 et le routeur 3. Je vais modifier ici. Routeur 2 et le routeur 3. On nous dit que c'est 8 adresses. Remarquez que nous sommes arrêtés à 7. OK? Donc ici, nous allons simplement faire des petites modifications sur les derniers octets. Donc, la première adresse IP, donc l'adresse de sous-réseau, le subnet ID de ce deuxième subnet, c'est le 8. OK? La première adresse IP utilisable, c'est le 9. Pour trouver la dernière adresse IP, c'est la même logique. OK? Nous commençons à compter par 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. OK? 15, c'est la dernière adresse IP. Moins 1, 14, c'est la dernière adresse IP utilisable. Donc, la logique, le plus important, c'est de comprendre d'abord le nombre d'adresses IP que vous avez dans un masque. Et puis, vous pouvez faire des calculs simples. Pour le troisième subnet, ok, ici, je vais modifier quand même. Deuxième subnet. Troisième subnet, c'est entre le routeur 3 et le routeur 4. Et ici, on nous dit que c'est un subnet qui a 32 adresses. Du coup, c'est le masque de bar27. Et donc, c'est la même chose, mais ici, c'est le dernier octet qui va changer. Okay? L'adresse de sous-réseau de ce subnet, okay, c'est la prochaine valeur. Okay? Plus 1, ça nous donne 16. C'est l'adresse de sous-réseau de ce subnet. Maintenant, la dernière adresse IP, en fait, la première adresse IP utilisable, même logique, plus 1, c'est le 17. La dernière adresse IP utilisable, ici, ça change un peu parce que nous allons faire 16 plus 32. OK? C'est la logique. Donc, c'est des blocs. Donc, 16 plus 32, vous allez compter. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Ça nous donne jusqu'à 46. Je vais valider cela. Je ne suis pas bon en mathématiques. Bon, nous allons faire 16 plus 32. Effectivement, ça nous donne 48. Je ne sais pas si c'est ce que j'avais eu. OK. Donc, 48. Si nous venons ici, donc ici, ce sera 48. Et la dernière adresse IP utilisable, c'est le 47. Alors, avant d'avancer, nous allons déjà configurer ces interfaces. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre ça ici. OK? Interface ETH 00, là où c'est ETH. Je vais mettre nos chats. OK? On va mettre l'adresse IP, nous pourrons changer. Nous allons aussi configurer OSPF une bonne fois. IP OSPF 1 area 0. OK?
Maintenant, nous allons mettre l'adresse IP. IP address. Alors, pour le premier segment, donc le routeur 1, nous allons lui donner la première adresse IP. 192.168.1.1. Et le masque, c'est là où ça change, ok? Souvenez-vous, d'habitude, nous utilisons le masque de 24, ok? Et ici, nous sommes en train d'utiliser le masque de, pour ce premier subnet, c'est le masque de 29, ok? Je vais ajouter ça ici, masque de 29, masque de 29, et ici c'est le masque de 27, 27, ok? Donc pour le masque de 29, on nous a dit que en décimale c'est le 248. Je vais copier ceci, je vais mettre ici. C'est ce qui change en fait. Donc lorsque vous faites le subnetting, c'est le masque qui détermine le nombre d'adresses IP qui seront dans le subnet. C'est très important. Donc je vais prendre ceci, je vais partir dans le routeur 1. C'est une configuration simple, je vais enlever ceci. Dans le routeur 1. Nous sommes déjà en mode de configuration. Ok. J'ai appliqué le masque. Alors, un principe très important. Si vous appliquez le masque de 29 ici, vous devez appliquer le même masque ici. Là. Donc, je vais prendre Epic Pen. Epic Pen. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est ceci. Ignore. Dans notre Epic Pen ici, là. Ce que j'étais en train de dire, c'est ceci. Nous avons mis une adresse IP ici, qui est dans le bar 29. Ok? C'est cette adresse IP que nous avons mis. Le 1. Ici, nous devons mettre une adresse IP qui est entre 1 et 6. Ok? Nous pouvons mettre 2 ici. 3 ici sur le dernier octet, 4 sur le dernier octet, 5 ou même 6. Donc, entre 2 et 6, il reste 5 adresses IP utilisables. Nous avons déjà utilisé une adresse IP, il nous reste 5 adresses IP à utiliser. Donc, on peut mettre le 2 ou encore le 3, le 4 ou le 5 et la limite, c'est 6. Donc, nous allons mettre là, pour le routeur 2, nous allons mettre 6. Ok. Donc nous venons au routeur 2. Si tout est en ordre, nous aurons une relation OSPF entre ces deux routeurs. Donc, pendant que le routeur réfléchit, nous allons passer entre le routeur 2 et le routeur. Ok. OSPF, c'est formé. La relation OSPF. Nous allons passer entre le routeur 2 et le routeur 3. Donc, entre ces routeurs, la première adresse IP utilisable, c'est le 9. Je vais modifier ici, je vais mettre 9. Le masque, c'est le même. 9. Je vais mettre du côté du routeur 2. Ok, c'est toujours du routeur au côté du routeur 2. Mais là, c'est le ETH01. Alors, je vais faire une autre configuration pour le ETH01. Ce que je vais faire, c'est juste copier-coller au lieu de saisir. Ok. Je vais mettre 1 ici. Je viens au routeur 2. C'est fait. La même logique du côté du routeur 3. Ok. Parce que ça, c'est un segment. Ok. Du côté du routeur 3, nous pouvons mettre l'adresse IP 10, 11, 12, 13 ou 14. Donc nous allons mettre le 14 ici. Côté du routeur 3. Ok. Maintenant ici c'est 32 adresses. Ok. Entre le routeur 3 et le routeur 4.
Nous avons dit que la première adresse IP utilisable ici, c'est le 17. Ici, c'est le ETH00. Donc, je repars sur ETH00. La première adresse IP, c'est le 17. Nous ne sommes pas obligés d'utiliser la première adresse IP. Pour éviter la confusion, nous pouvons prendre n'importe quelle adresse IP qui est entre le 17 et le 47. Donc, par exemple, ici, nous allons prendre le 25. Aussi longtemps que ça fait partie du bloc. Donc, nous allons prendre ceci. Nous allons venir dans le routeur 3. 25. Il y a quelque chose, ok? Ceci n'est pas correct. Parce que je n'ai pas mis le bon masque. Ok? Ce n'est pas correct. Je vais enlever ceci. Parce que le masque que j'ai mis, c'est le masque qui a le masque de 29. Okay? Alors que lui, il est dans le masque de 32 adresses. Donc, c'est le 224. Donc, il faut modifier ce masque. Je vais venir ici, je vais le modifier. 224. Donc, je vais faire ceci. J'ai effacé, ok, j'ai enlevé, puis je vais, alors excusez, c'est juste faire ceci, rappeler et mettre 224. Que c'est un masque de 32. La logique, c'est que ces deux premiers subnets, ok, ces deux premiers subnets ont des adresses qui ont ont des masques qui ont 8 adresses. Ok. La logique, le routeur se dit, ok, si les deux premiers, en fait, pas les deux premiers parce que le routeur n'est pas informé de... Le routeur dit simplement ceci, ok. Tu veux mettre une adresse IP qui est dans le masque de 27. Ok. Qui est dans le masque de 27 qui a 32 adresses. Si nous voulons subdiviser ce réseau en utilisant le masque de 27, nous aurons 32 adresses par bloc. En d'autres termes, ok, c'est une parenthèse. Le premier bloc va partir de 1 à 32. Le deuxième bloc va partir de 33, de 1 à 31. Le deuxième bloc va partir de 32 jusqu'à, je pense, 63. Le troisième bloc, ok, va partir de 64 jusqu'à, je pense, 91. Ok. Nous allons vérifier. Calculatrice. Excusez. 63 plus 63 plus 32 c'est 95. Ok, c'est 95, non, c'est jusqu'à 95. Ok. Donc, le troisième bloc, je vais vérifier ceci, 32. Oui, c'est correct. Ouais, c'est correct. Donc, il y aura un quatrième bloc qui va partir de 96 jusqu'à 127. C'est correct. Ok. Donc, si nous revenons ici, la logique, ce qui se passe, c'est que ce premier segment, ok, ce segment de l'interface ETH01 a une adresse. À quelle adresse? Nous allons revérifier cela. Do show IP interface brief 14, ok. Lui dit normalement 14 est déjà dans un bloc de 32. Donc tu ne peux plus tu ne peux pas lui donner, tu ne peux plus me donner une adresse qui est dans le 24, qui est en fait l'adresse IP 25, parce que le masque 24 considère que 25 fait partie du premier bloc. Ok, le premier bloc. Donc il y a un overlap. Le masque 32 est plus large. Ok, il couvre plus d'adresses IP. Et il considère que
l'adresse IP qui est sous l'interface ETH1, donc l'interface, cette interface, ok, que nous avons déjà configuré avec cette adresse IP. Le routeur considère que l'adresse IP que nous voulons mettre ici, qui est un masque de 27, ok, qui a donc 32 adresses, ce masque couvre des adresses IP allant de 1 à 31. Et donc, l'adresse IP 25 fait partie du premier bloc du masque 27. Donc, il y a un overlap. Donc, ça ne marche pas. En d'autres termes, nous allons décaler. Ok? Nous allons simplement décaler. Donc, pour le troisième subnet, nous allons le modifier. Nous allons revenir ici. Nous allons dire que pour le troisième subnet, il va donc commencer par 32. Ok? Ok? Il va commencer par 32. 32. Et nous allons dire que 32, ça va jusqu'à la dernière adresse IP, c'est le 63. Je vais modifier ici. Ok? La dernière adresse IP, c'est le 63. Et donc, la première adresse IP utilisable, c'est le 33. La dernière adresse IP utilisable, c'est le 62. Nous allons venir ici, nous allons modifier cette adresse IP et nous allons utiliser n'importe quelle adresse IP entre le 33 et le 62. Donc, nous allons utiliser par exemple le 55. Ok? Je ne veux pas utiliser ça, toujours la première adresse IP, sinon vous allez vous dire qu'il faut toujours partir progressivement de la première adresse IP utilisable, ainsi de suite. Non, vous pouvez prendre n'importe quelle adresse IP du subnet et vous l'attribuer à un host ou à une interface. Donc nous allons revenir ici. Voilà, vous voyez que ça accepte. Parce que le masque, ce masque était trop large, il couvrait certaines adresses IP. Ok. Il couvrait cette adresse IP. Ok. Donc ça c'est fait. C'est très important. Donc lorsque vous voyez overlaps with, comprenez que vous avez un problème de masque. Refaites les calculs et ajustez. Donc c'est bien de tomber sur ces erreurs pendant que nous sommes en train de faire la session. Je n'aime pas couper là où il y a des problèmes parce que le troubleshoot, c'est rencontrer des problèmes. Donc, si nous rencontrons des problèmes, nous cherchons à les résoudre, ça nous permet de comprendre exactement comment ça fonctionne. Donc, pour l'interface qui est du côté du routeur 4, donc toujours sur ce segment, ok, sur ce segment, nous allons lui donner le 56 par exemple. 56. Donc, nous partons au routeur 4. Nous appliquons, ok, il est up et l'interface sera. Alors, pour le troisième subnet, ok, je vais pour le troisième subnet, pour le quatrième plutôt, excusez, pour le quatrième subnet, pour le quatrième subnet, donc entre le routeur 4 et le routeur 8, ok, on nous dit que c'est 16 adresses IP. Alors ici, c'est la même logique qui va se passer, ok. Ici, nous avons appliqué sur l'interface 04, nous avons appliqué le masque de 27, ok, sur l'interface, cette interface. Nous allons appliquer un masque de 27. La logique est que le masque de 27 a 32 adresses, ok. Alors, ce qui veut dire que ici, nous avons déjà utilisé ce bloc. Le routeur se dit que la prochaine, si nous voulons avoir une autre adresse, ça doit être dans cet intervalle, ok. C'est ce que nous avons. Excusez.
Ok, ouais, ça doit être dans cet intervalle, 64 et 95. Donc, nous allons prendre le masque. Le masque ici, c'est le... Pour ces adresses IP, c'est le masque de 28 et 240. Ok. Alors, je vais revenir ici. Je vais effacer de temps en temps pour nettoyer l'écran. Donc ici, c'est le masque de 28 qui a 32 adresses. Le précédent subnet s'était arrêté à 63. Donc ici, nous allons mettre 64. OK. Et la dernière adresse IP. Donc, si nous prenons la calculatrice, si nous avons 64 plus 16, cela nous donne 80. Je ne sais pas si le système va accepter. Nous allons mettre 80. Et nous allons mettre ici 60. Nous allons mettre 65. Et ici, c'est le 79. Oh, excusez. 28. Ok, 16 adresses. Ok. 16 adresses. Ok, donc, j'ai des doutes sur ce masque, mais, sur ces calculs, mais nous allons essayer. Donc ici, c'est le ETH01. Nous allons prendre l'adresse IP à 65, qui est la première adresse IP. J'ai comme l'impression que le système va rejeter, va dire overlaps. Et c'est le masque de 240. Okay. On fait 255, 255, 255, 240. Donc je vais prendre ceci. C'est toujours dans le routeur 4, l'interface ETH040. Ok, il a accepté. C'est bon. Et de l'autre côté, nous allons lui donner le 79. C'est là où j'ai des doutes. J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct. Mais nous allons prendre. Et nous allons mettre dans le routeur 8. Ok. 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 Alors, on nous dit bad mask. Ok. J'avais comme l'impression que quelque chose n'était pas correct. On nous dit bad mask slash 28 for address, pour cette adresse. C'est un mauvais masque. Alors, nous allons, je vais encore vérifier. Nous allons essayer de lui donner le 78, 240, 78. Il a accepté. Ok. Il a accepté parce que le 78 est dans le même subnet. Ici, là. Je vais modifier. Et donc, tel que vous le voyez, la relation OSPF s'est également créée. Ça, nous l'avons fait ici. Nous allons maintenant le faire sur ces segments. Et là, tout ce qui reste, c'est des 4. Okay. Comment est-ce qu'il faut le faire? C'est la même logique. Et là, le masque va simplement changer. Le masque sera maintenant le masque de 30 qui a 4 adresses IP dans 2 utilisables. Et nous allons commencer par le routeur 1, l'interface qui va vers le routeur 5. Donc, nous nous étions arrêtés à 79. Nous allons commencer à 80. OK. Et je pense qu'il va dire overlap également parce que, souvenez-vous, c'est la même logique. OK. Le précédent masque est à 16 adresses. Donc, si nous mettons ce que nous allons mettre, je pense qu'il va refuser. Mais nous allons le faire. 21 plus 4. Ici, nous allons dire que c'est
80, 81, 82, 83. Donc, nous allons mettre 83. Et ici, c'est 82. Je pense qu'il va refuser parce que le masque de 16 est trop large. Ok? Donc, ce que le routeur 4, c'est le routeur 4 se dit, non, le routeur, non, ils ne sont pas contigus. Ok, non, ils ne sont pas proches. Non, ils ne sont pas, cela ne sera pas configuré dans le même routeur. Mais nous allons voir. Alors, pour le routeur 1, c'est le ETH01. Ok, et je vais le donner le 81. Et le masque, c'est le 252. Nous allons partir dans le routeur 1, c'est le ETH01. Il accepte. Nous allons partir au niveau du routeur 5. Nous allons lui donner le 82. Au niveau du routeur 5. Nous allons voir si la relation OSPF va se former. Et ici, ce sera entre le routeur 5 et le routeur 6. Alors, ok, la relation OSPF vient de se former. Donc, entre le routeur 5 et le routeur 6, nous allons continuer. Nous sommes arrêtés à 83. Nous aurons le 84, 85, ok, 86 et 87. Alors, à partir d'ici, c'est simple parce que il n'y a que 4 adresses IP, ok. La première adresse IP utilisable, excusez, la première adresse IP, donc le subnet ID, l'identifiant du sous-réseau. La première adresse IP utilisable, la dernière adresse IP utilisable et la dernière adresse qui est le broadcast. Donc ici, ce sera simplement partir progressivement. Donc entre le routeur 5 et le routeur 6, 4 adresses IP et c'est l'interface ETH00. La première adresse IP utilisable, excusez, c'est le 85. Nous sommes dans le routeur 5. Ok. Ok, on nous dit overlaps 85, on nous dit qu'il overlaps avec le ETH01. Après avoir revu, si vous n'avez pas fait attention, c'est que sur l'interface 00, j'ai mis le masque 24. Alors, c'était une erreur parce que ça doit être le 252. Pour la même raison, parce que si nous mettons le masque de 224, souvenez-vous que le masque de 224 a 32 adresses. Donc, c'est un espace, c'est un bloc qui overlap, qui couvre des adresses qui sont sur l'interface 01 que nous avons déjà configurée. Donc, il faut simplement modifier le masque et je pense que le routeur va accepter. Si nous revenons ici, mais le routeur a accepté. Donc, nous venons de configurer le 00 du routeur 5. Nous allons configurer le 00 du routeur 6. Nous venons ici. Et pour le prochain routeur, pour le prochain segment, c'est entre le routeur 6 et le routeur 8. 6 et 8. Et ils sont sur le ETH02. Donc ça, il y a quelque chose qui change. Je vais ajouter le ETH02. ETH02. Et donc là, les adresses partiront de 88, 89, 90, 91.
OK? Et donc, la première adresse IP utilisable, c'est le 89 que nous allons mettre. Excusez, je suis ici. C'est le je suis ici. OK? Je suis sur le ETH 2.02. C'est le 89 que nous allons mettre dans le routeur 6. OK? Et du côté du routeur 8, nous allons mettre le 90. Je vais au côté du routeur 8. Et nous avons le segment entre le routeur 1 et le routeur 7. C'est l'interface ETH01. OK. Je vais prendre ceci. Oh, excusez. Donc ici, c'est la même logique. C'est entre le routeur 1 et le routeur 7. Donc ça va de 92, 93, 94 jusqu'à 95. OK? Et la première adresse IP utilisable ici, c'est le 93. Et c'est le 01. OK? La première adresse IP utilisable, c'est le 93. On va prendre, on met dans le routeur 1 et 01. Ok, je viens de mettre ça dans le... Oh, je viens de configurer la mauvaise le mauvaise interface. Le 01, souvenez-vous qu'il est déjà occupé. Ici, c'est plutôt le 02. Oh, excusez. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons corriger cela. Delete. Voilà pourquoi. Pourquoi est-ce que je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Remarquez que nous avons, ici, on nous dit la relation OSPF est passée de full à down. Ça veut dire que la relation OSPF s'est détachée. OK? C'est a été détruite. OK? Donc, nous allons remettre la bonne adresse IP, celle-ci, ici. Et donc ici, c'est le ETH02. Donc c'est le 93. Vous voyez que OSPF a été rétabli. Donc lorsque vous configurez, d'où l'importance de ces messages qui s'affichent. OK? Ça nous rappelle aux éléments que nous avons vus au début de la session. Si ces messages ne s'affichaient pas, vous ne vous rendrez pas compte que un élément important de votre réseau ne fonctionne plus. Et puis, lorsque vous finissez, vous faites le test, vous remarquez que les paquets ne passent pas. Donc, entre le routeur 1 et le routeur 7, c'est plutôt l'interface ETH02 et la première adresse IP, c'est le 93. On va mettre ça dans le routeur 1. Et du côté du routeur 7, c'est le 94 que nous allons mettre. Et enfin, nous avons ce segment, c'est le ETH00 entre le routeur 7 et le routeur 8. OK? Je ne change même plus, donc je m'étais arrêté à 3e, 4e. OK? Donc, premier subnet, deuxième subnet, troisième subnet, quatrième subnet. Ici, c'est le 5e subnet. Cinquième subnet. Ici, c'est le 6e. Ici, c'est le 7e. Et nous avons le 8e subnet. Que nous venons de configurer. Et nous allons configurer le 9e subnet. 9e subnet qui est entre le routeur 7 et le routeur 8. Et là,
c'est la même logique. 96, excusez, 96. Donc, ça on train juste de compter. Lorsque c'est le masque de 4 adresses, donc le bar 30, c'est facile parce que ça va juste les subnets vont, lorsque vous faites le calcul, ça progresse en fait progressivement. Vous n'ajoutez qu'une seule adresse IP. En fait, vous ajoutez un pour trouver la prochaine adresse et ainsi de suite. Donc ici, c'est le 96, 97, 98, 99. Donc, la première adresse IP utilisable, c'est le 97. Nous allons mettre cette adresse IP du côté du routeur. C'est l'interface ETH00. Je peux maintenant modifier vu que c'est la dernière interface à configurer. Je vais mettre ceci du côté du routeur 7 et le 98 du côté du routeur 8. Donc, ce que j'étais en train de dire à propos du subnet du bloc 30, ok, c'est ceci. Je vais enlever ceci parce que nous n'en avons plus besoin. Ok, je vais garder un. Au cas où nous aurons à modifier quelque chose. Je vais mettre ça en bas. Alors, ce que j'étais en train de dire à propos du masque de 30, c'est quoi? Si nous repartons sur le premier masque, ok, le premier subnet plutôt. Le premier subnet avait commencé ici. Et je vais juste modifier. Ça, c'est pour expliquer. Nous ne tenons plus compte de routeur, nous disons simplement premier subnet. Ok, premier subnet, 4 adresses. Et donc, c'est le /30. Ok. Ça va partir 0, 1, 2, 3. Le deuxième subnet, c'est très simple. Ce sera... Je vais modifier ici. En fait, je vais faire ceci pour que ça soit simple à écrire. Premier subnet. Deuxième subnet, ce sera simplement 3, 4, 5, 6, 7. Le troisième subnet, ce sera simplement 8, 9, 10, 11. Donc, ainsi de suite. C'est la simplicité, en fait, du calcul de ce subnet. Vous allez ajouter jusqu'à la dernière adresse qui est le 255. OK? Qui est le 255 du bloc que nous voulons subdiviser. OK? Donc, vous allez partir pas à pas. Ça va vous donner... je ne sais pas combien de subnets. Un mini subnet, combien de sous-réseaux nous avons dans un bloc de 32. Si je rappelle un peu ces éléments, les cheats, c'est dans un bloc de 24. Je pense qu'on peut diviser avec la calculatrice. Dans un bloc de 24, c'est 256 adresses. Divisé par 4, ça va nous donner 64 blocs. Donc, vous aurez 64 subnets à calculer de cette façon. Donc, c'était une session pour revoir un peu les éléments, pour nous continuer à travailler sur le subnetting, continuer à renforcer nos connaissances sur le subnetting. Mais bien sûr, avant de clôturer, avant de mettre fin à cette session, nous allons faire les vérifications. Show IP route. Nous avons tous les... vous remarquez que ce qui change maintenant, c'est que nous avons un seul sous-réseau. OK? Le sous-réseau que nous avons au départ. Donc, ce sous-réseau. Et qui a été subdivisé. Donc, tous les subnets... Le routeur a fait les calculs et sait que tous les sous-réseaux qu'il est en train
découvrir font partie de ce bloc de 24. Maintenant, nous allons faire un testing pour voir que notre réseau fonctionne correctement. Ce que je vais faire, je vais ajouter 2 PC rapidement. Je vais ajouter 2 PC. Un PC ici, que je vais mettre dans JNS3. Okay. Je vais le duplicate. Je vais le mettre ici, là, le PC 1. Et nous allons mettre, excusez, nous allons mettre le PC2 ici. Je vais les connecter à l'interface qui est disponible, c'est le 03 ici. Ici aussi, je pense que c'est le 03. Et nous allons mettre des adresses IP. Donc, au niveau du routeur 1, config terminal, interface ETH03, no shutdown. IP adresse, nous allons mettre pour ces interfaces, nous allons mettre par exemple ici c'est le 172.16.1.1 255.255.0. Ok, on va mettre IP OSPF 1 area 0. Nous allons démarrer ce PC. Et nous allons faire la même chose au niveau du routeur 8. On va mettre interface ETH03. OK. No shutdown. IP address. Ici, nous allons mettre le 10.0.1.255.255.0. IP OSPF 1 area 0. Alors, nous avons mis donc ces réseaux locaux, ça c'est un réseau local, ça c'est un réseau local, nous les avons mis dans OSPF. Si nous revenons au niveau du routeur 1 pour faire la vérification, si nous faisons encore do show IP route, remarquez que nous avons maintenant d'autres blocs qui se sont ajoutés. Nous avons le bloc de 10 que nous avons configuré au niveau de ce PC2. Nous avons le bloc de 72 que nous avons ajouté au niveau du PC 1. OK. Alors, nous allons faire un test. Nous allons configurer des adresses IP dans ces PC. Et souvenez-vous du principe, le PC 1 doit être dans le sous-réseau que nous avons configuré au niveau du routeur 1. Donc, c'est le 172.16.1.1. Dans lui, nous allons le donner le 172.16.1.2. Je vais effacer ceci. Je vais mettre IP 172.16.1.2 barre 24. Souvenez-vous du principe que nous devons lui montrer. Excusez, nous devons aussi configurer la passerelle par défaut. 1. Au niveau du PC2, ce sera la même chose. Nous y avons configuré le 10.0.0.1 sur l'interface 03 du routeur. On va mettre IP 10.0.0.2 barre 24 et la passerelle par défaut, c'est le 10.0.0.1. Au niveau du PC1, ça a été accepté. Si nous faisons ping 10.0.0.2, le PC 1 peut communiquer avec le PC 2. OK? C'est logique puisque les pings ont une réponse. Mais quelle est la route que le routeur est en train d'utiliser? Si nous faisons ici, faisons trace route 10.0.0.2, nous allons voir la route que le routeur 1 est en train d'utiliser pour atteindre le routeur 8 et passer les paquets au routeur 2. Donc ça va au 1.94. Le 1.94, je ne me souviens même plus. Je pense que c'est ici que nous avons configuré cela. Donc je vais vérifier au niveau du routeur 7.
do show IP interface brief. Oui, effectivement, c'est au niveau du routeur 7. Nous allons configurer le 1.94. Et puis, ça va au 1.85, 98 plutôt, que nous avons configuré ici. Les paquets arrivent au niveau du routeur 8 et sont livrés. Nous allons faire quelque chose. Nous allons partir dans le routeur 7. Nous allons shut down l'interface ETH02. Interface ETH02. Nous allons shut down. Donc, ce que nous avons fait, c'est que les paquets ne pourront plus passer par ce segment parce que ce segment n'est plus opérationnel. Donc, lorsque nous venons au routeur 1, nous allons faire encore le traceroute. Et ce sont des éléments, ok? Pourquoi est-ce que le routeur 1, par défaut, est en train de choisir, ok, la route qui passe par le routeur 7? Ok? Pourquoi? Ça, c'est un élément que nous avons déjà vu, mais que nous allons encore revoir. Alors, après avoir désactivé ce segment, quelle est la route que le routeur va prendre? Ok? Nous voyons qu'il va maintenant au 1.82. Je pense que c'est ce segment. Donc, je vais partir au niveau du routeur 5. Je vais faire do show IP interface brief. Effectivement, le 82 est configuré au niveau du ETH01. Donc, si je viens ici, après ça va au 90 et puis ça va au 10.0.0.2. Ça commence par le 82, l'adresse IP qui est configurée dans le routeur 5, donc sur cette interface. Et puis ça va au 90, je vais vérifier, au niveau du routeur 6. Do show IP interface brief. Ok. 90. C'est cette interface qu'il a considérée. Donc, si nous revenons ici, au niveau du routeur 5, do show IP interface brief. 22, excusez. Donc ça va 82 qui est sur l'interface du routeur 5 et puis ça va au 90 et au 2. 90, je pense que c'est entre le routeur 6 et le routeur 8. Partons ici du show IP interface brief. Effectivement, c'est dans le routeur 8. Donc c'est sur cette route que les paquets sont en train de prendre. Nous allons venir ici, nous allons shut down ce segment. Dans le routeur 5, nous allons shut down le ETH00. Interface ETH00. On va faire shut down. Donc, du coup, nous avons désactivé cette interface. Quelle est la seule route qui reste en fait? Logiquement, nous le voyons qu'il n'y a plus qu'une route disponible, c'est la route qui va par 3 routeurs. Donc nous allons revenir ici au niveau du routeur 1. Est-ce que les paquets vont continuer à passer entre le routeur, entre le PC1 et le PC2? Nous allons essayer. Ping. Les paquets ne passent plus. Ok? Les paquets passent. Ok. Ok. Il y a toujours ARP. Ok. ARP, parce que le segment est plus lent, mais les paquets passent. Ok. Donc, si nous revenons ici au niveau du routeur 1, nous allons encore faire le traceroute. Quelle est la route que les paquets sont en train de prendre? Donc, pendant que le traceroute est en train de fonctionner, remarquez que pour le premier traceroute, il y avait 3 hops. Ok, les numéros là, on appelle ça des hops. Hop 1, hop 2, hop 3. Et parce qu'il y a ce que nous voyons ici, effectivement, ça passe par ce segment. Un segment, 2 segments, 3 segments, 4e segment. Donc ça calcule 3 en dehors du premier. Donc ça va, je pense, premier segment, 2e segment, 3e segment. Avec le deuxième traceroute, nous avons 4 hops. Hop 1. Hop 2, c'est celui que je ne voyais pas effectivement qui était en train de m'embrouiller. Le hop 2 est là. Ouais, donc il y a un hop 2
hein, hop 3. Et c'est là encore, ça nous ramène sur l'élément du logging synchronous, ok? Parce que ça est en train de s'intercaler. Les messages sont en train de se mélanger. Logging synchronous. Je ne sais pas si ça a été désactivé ici. Bref. Donc, il y a le hop 2, le hop 3 et le hop 4. Si nous revenons ici, effectivement, ça va de ce routeur. Il y a le premier segment, le deuxième segment, le troisième segment et le quatrième segment. Pour le dernier trace route, donc, les paquets sont en train de passer par cette route pour atteindre le routeur 8. Si nous revenons ici, remarquez que nous avons le hop 1, hop 2, hop 3, hop 4 et hop 5, ok? C'est ce que nous avons ici là. Donc, nous avons effectivement 1, 2, 3, 4, 5, qui est le dernier segment. Alors, c'était une façon de revoir un peu les éléments du subnetting et un peu les commandes qui permettent de gérer les équipements. Et donc, ceci lance notre marche pour l'année 2022. Je ne sais pas si je serai en mesure de finir le programme parce que j'ai un programme qui est chargé, mais nous allons faire l'effort d'atteindre cet objectif. Nous allons faire l'effort parce qu'il y a plusieurs abonnés qui me contactent pour me demander si je vais avancer. Mais comprenez, j'aimerais vous souligner que il y a le job que j'ai et aussi la famille et aussi d'autres responsabilités. Sinon, je pouvais m'asseoir dans mon bureau pour faire des sessions pendant peut-être un mois parce que je ne veux pas juste faire des slides rapidement expliquer, mais il y a tout un processus pour commencer. D'abord, il faut faire la conception de la présentation, finaliser, voir les aspects techniques. Ce qui se passe, c'est que vous avez le mixeur réglé, le lendemain, les enfants viennent toucher, ça ne fonctionne plus bien, le son n'est plus bon, il faut le refaire. Lorsque je fais la présentation, après la présentation, il faut faire un processus. Donc, ça prend un peu de temps quand même. Donc, comprenez-moi, toutes mes excuses lorsque s'il y a un silence de 2 semaines ou autre, c'est un peu pour plusieurs raisons. Donc, c'est une façon de commencer cette année. Si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre channel. Merci. Nous nous retrouvons lors de la prochaine session pour continuer avec OSPF.